Bonjour, nous allons poursuivre en français. Il ne faut pas oublier que le Liban est francophone, a priori. Et bien que je maîtrise bien l'anglais ainsi que mes intervenants, on a pensé quand même qu'on aimerait bien parler en français, d'autant que la France est très, très impliquée dans la question de la reconstruction du Liban au sens large du terme. Alors, donc, je vais d'abord me présenter, puis présenter mes intervenants. On a souhaité faire une table ronde autour de, en fait, les villes phénix, ce qui traduit d'une certaine façon Rising from Ashes. Les villes phénix, c'est des villes qui se réinventent en permanence, et Beyrouth est un magnifique exemple à cet égard. Je tiens à insister sur le fait que nous avons souhaité montrer un visage optimiste. Les caractéristiques d'un urbaniste est d'être optimiste, parce que tout s'oppose absolument à tout ce qu'il propose. Donc, il se doit d'être optimiste et d'imaginer un avenir serein. Ce n'est pas simple dans le contexte actuel, donc nous avons proposé le thème « La société civile peut-elle anticiper un futur engagement public dans un projet urbain pour réaménager Beyrouth ?» Alors, d'abord, merci à tous les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir, mais aussi de m'avoir laissé un peu libre de choisir le thème. Donc je vais un peu vous dire qui je suis pour que vous compreniez d'où ça vient et pourquoi on procède ainsi. Donc Ariel Amasbounji, je suis architecte urbaniste, je suis née au Liban d'un couple mixte européano-libanais, comme d'ailleurs beaucoup de Libanais. Je suis de langue française maternelle, d'une certaine manière, et j'ai étudié au Liban, puis j'ai poursuivi mes études en France, mais surtout, je suis haut fonctionnaire français. Donc j'ai travaillé pour l'État français où j'ai inventé un programme autour du projet urbain au niveau national, et l'État français m'a laissé la possibilité de travailler comme je le souhaitais, c'est-à-dire de regarder ce que les villes inventaient. Et mon travail était de dire à l'État, voilà, les villes inventent, c'est pas l'État qui invente. Parmi les explorations, il y a eu beaucoup de villes voisines, comme Gênes, Alberto Capato est là. Ça nous a semblé intéressant. Gênes aussi est une ville phénix qui s'est réinventée après une catastrophe économique, mais on a regardé Birmingham, qui s'est réinventée après une catastrophe industrielle, etc. Et donc mon métier est d'observer ce que font les professionnels, ce que fait la société, ce que font les villes, et de traduire ceci en concept, en méthode, dans un objectif optimiste pour aider les autres, finalement, à profiter de chacune des inventions. Et je me suis beaucoup impliquée sur le Liban. Alors, moi, je suis 100% libanaise et 100% française. C'est possible. Et je fais partie des gens qui sont partis pratiquement en disant on ne reviendra pas au Liban. Parce que tout ce qui se dessine aujourd'hui était déjà présent, il y a 30, 40 ans. Mais j'ai renoué avec le Liban, et je dois vous dire que ce pays est terriblement attachant, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que les gens sont attachants, parce qu'il y a une vitalité, une inventivité complètement incroyable dans ce pays, mais que le sens collectif n'existe pas. Donc j'ai souhaité, au nom donc de l'État français, aider le Liban à construire un projet urbain. Alors ça peut paraître secondaire aujourd'hui, puisque les gens meurent de faim, qui n'ont pas de médicaments, mais c'est important d'imaginer la ville du futur. Et l'exemple barcelonais, pour moi, est très intéressant. Je dirais juste un mot là-dessus. Donc Barcelone était la ville martyre, quand même, de l'Espagne. C'était la ville que détestait Franco. C'était pendant la dictature. C'était la ville qui était privée de tout. Et pendant ce temps-là, cette ville d'intellectuels a construit sa vision de quelle ville je veux être demain. Ce qui fait que dès qu'après la dictature, ils ont été capables immédiatement d'être opérationnels. Et je fais le parallèle avec Beyrouth, parce que Beyrouth, aujourd'hui, grâce au travail que nous allons montrer tout à l'heure, a fait la même chose. Beyrouth est une ville d'intellectuels, c'est une ville de gens très très compétents. Il a fallu tout le temps dire au gouvernement français, aux gens de l'État, mais vous n'avez rien à leur apprendre, ils sont brillants. Il y a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs architectes, les meilleurs sociologues, etc., etc. Par contre, il faut les aider à faire du lien entre toutes leurs compétences et travailler ensemble. Ce qui a été mené par Jad Tabet, donc, qui est l'un des intervenants, qui parlera tout à l'heure. Donc Jad est architecte urbaniste et il a été miraculeusement président de l'Ordre des ingénieurs et des architectes. Et dans ce cadre-là,
il a, dans une situation de totale catastrophe, mobilisé les bonnes volontés. Elles étaient nombreuses. Donc les bonnes volontés de la part des professionnels et de la société civile. De la part des professionnels, d'ailleurs tout à l'heure on l'a vu à l'ALBA et on l'a vu avec la présentation qui a été faite, l'ALBA s'est beaucoup mobilisé, ça a été admirable, mais pas seulement, il n'y a pas eu que l'ALBA. Mais c'est incroyable, moi j'ai suivi les 2 séminaires de Jade, c'est incroyable la masse de connaissances qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on était en retard au Liban sur le diagnostic. Aujourd'hui on a un diagnostic, on sait le problème de la mobilité, on connaît les chiffres du logement, on ne connaissait pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les propositions qui ont été faites, elles étaient convergentes entre les architectes, les urbanistes, les spécialistes de la sociologie, les spécialistes de la mobilité, les spécialistes de l'économie. Parce qu'en fait, ils montraient que tout est lié. Et en particulier, les lieux les plus attractifs au Liban sont les lieux patrimoniaux. Et l'économie vient du patrimoine qui est menacé. Et aussi, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, toutes ces propositions, elles vont vers ce que j'appelle le tricotage urbain, le contraire des grandes opérations d'urbanisme fermé. C'est-à-dire comment je fais avec l'existant, comment je relie. Et c'est convergent, tout le monde a fait ça. Puis ce qui est extraordinaire, c'est la mobilisation des ONG. Avec beaucoup de femmes. Je dois saluer les femmes. D'ailleurs, nous avons ici Paula Yacoubian, qui est quelqu'un d'admirable, qui est une journaliste de talent, qui s'est énormément investie en politique et qui a été la seule élue ou 2 élus sur la liste indépendante il y a quelques années, donc dans laquelle nous portons tous nos espoirs, et sa participation est très très importante à cette table ronde parce qu'elle va nous dire ce qui se passe maintenant et ce qu'elle a fait. Donc cette société civile qui s'est mobilisée, ces ONG qui sont arrivées à nourrir parfois 300 000 personnes, je pense à Beirut Heritage Initiative qui a réparé la ville. Moi j'ai été en mai, je m'attendais à voir la catastrophe, j'ai vu 3/4 de la ville reconstruite par les ONG. C'est inimaginable. Donc comment Jade est arrivée à faire le lien entre ces propositions, les ONG, pour qu'elles n'interviennent pas dans le désordre. Tout ça, c'est la base d'un futur projet urbain, et c'est de ça dont on va parler. Alors, Antoine Chariac est avec nous, architecte, urbaniste, est un des associés de l'agence Renzo Piano, et qui est, vous savez, Pritzker Prize, c'est un des meilleurs architectes au monde. Sinon peut-être le meilleur, et qui est génois d'ailleurs, et c'est pas un hasard, et qui a montré à Gênes de quoi il était capable. Bon, Antoine a participé à réaliser de nombreux projets pour Beyrouth, et notamment dans l'esprit qui est celui des propositions qu'ont fait les équipes, c'est-à-dire faire la ville marchable, faire une ville plus avenante, lutter contre la voiture, embellir la ville, s'appuyer sur ses qualités, renouer avec la mer. Alors, il s'est demandé ce qu'il faisait dans la table ronde. Alors, on lui a dit, mais tu vas apporter à la fois un regard investi, puisque il est libanais, il aime sa ville, et aussi il a travaillé sur Beyrouth, et en même temps, il a un regard un peu détaché, puisqu'il a été moins impliqué, au fond, sur ce qui se passe maintenant. Donc voici l'esprit de ce débat que nous allons mener et où nous aimerions beaucoup avoir un temps de débat avec nous. On a pris du retard, les organisateurs nous diront dans quelle mesure on peut déborder un peu, on va essayer de ne pas déborder. Et voilà, on va commencer d'abord avec Paula, qui va nous dire, elle, en tant que femme politique, comment elle a vécu cette époque, ce qu'elle a pu faire, et comment elle voit, au fond, tout ce qui est en train de se construire, et comment proposer un avenir heureux à la ville. Juste une parenthèse avant de commencer, je voulais vous dire qu'avec Jade Tabet, nous avons obtenu que la revue Urbanisme fasse 6 pages sur le Liban, dans un numéro spécial sur les villes méditerranéennes, et nous pouvons vous diffuser le PDF. J'ai un exemplaire avec moi, on peut même le faire envoyer si vous le souhaitez. D'ailleurs, Alberto Capato a également écrit sur Gênes, et c'est intéressant de rapprocher les villes méditerranéennes puisqu'il y a un destin commun. Alors, Paula, nous vous attendons sur votre lecture de la situation libanaise. Bonjour ou bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. C'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup, Ariel Lamasbounji. Je suis vraiment flattée d'être avec ce panel, avec M. Jade Tabet, Antoine Charia.
Oui, les plus grands architectes du monde entier, peut-être. Et le Libanais a laissé ses traces dans tous les secteurs, dans l'architecture aussi. Moi, je vais parler plus politique qu'urbanisme, parce que avec vous, on apprend sur l'organisme et sur comment gérer les villes et les politiciens et les villes. Comme toutes les villes portuaires, Beyrouth a toujours été une ville d'échange et de mélange. La diversité est dans sa nature. Elle a fait sa richesse, tant commerciale qu'intellectuelle, tant spirituelle que matérielle. C'est cette richesse-là, cette formidable richesse humaine que la caste dirigeante veut détruire. Elle s'y emploie depuis la guerre civile. Elle a divisé à coups de bombes, dressant les uns contre les autres. Mais Beyrouth a résisté. Dès la fin de la guerre, elle s'est réunifiée. Je parle de la réunification humaine, pas celle artificielle des mafieux et des affairistes qui ont utilisé la réunification de Beyrouth pour s'en emparer. Ces mafieux et ces affairistes qui forment la caste dirigeante libanaise actuelle ont cherché à remplacer les barrages miliciens par des barrages politiques et surtout confessionnels. Pour pérenniser leur pouvoir, il fallait que les Libanais se haïssent, mais c'était aller contre la nature même de Beyrouth, ville multiculturelle et cosmopolite par excellence. Je suis un des exemples parmi beaucoup de Libanais. Je suis d'origine arménienne, origine dont je suis très fière. Et je suis fondamentalement beyrouthine et libanaise. Beyrouth me ressemble, comme elle ressemble à chacun de ses habitants, aussi différents soient-ils. C'est ce mélange des différences qui fait sa beauté. Mais cette beauté-là, la caste, encore une fois, la refuse, la rejette, la combat. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu de la part de leurs sbires, « Rentrez chez toi, Madame Halogène, étrangère, vous n'appartenez pas à ce pays, l'Arménienne. » Malheureusement pour eux, quand je rentre chez moi, je ne vais pas très loin, parce que chez moi, c'est Beyrouth. Tout plan d'urbanisme fondé sur la collectivité et le vivre ensemble, qu'il soit confessionnel, culturel ou social, n'est pas du tout encouragé. Et c'est pourquoi on est sous le feu des mafieux tous les jours. Ce n'est pas simplement parce qu'on appartient à l'opposition, non, mais parce que notre groupe, Tahaluf Watani, et nos alliés, nos amis, ne sont pas du tout sectaires. On ne parle que d'un peuple uni et d'une ville pour tout le monde. Et tout ça, c'est contre l'intérêt de ces mafieux. Pour les partis du pouvoir, ce projet, notre projet, est destructeur. Ils ont fondé toute leur politique sur la division et la peur de l'autre. Et ça a marché. Jusqu'au jour du grand éveil, le 17 octobre. La classe dirigeante s'est trouvée pour la première fois depuis 100 ans, au moins 100 ans, devant un citoyen libanais qui leur dit « Partez tous, kelkoun yani kelkoun », riches et pauvres, chrétiens et musulmans, docteurs et illettrés, chantez tous pour la mort de tous les zaïms, les leaders du clan libanais, tous sans exception. C'était du jamais vu. D'habitude, les Libanais prennent la route, se rebellent quand le zaïm leur demande de le faire. Cette fois-ci, c'était différent. Et c'est justement pourquoi la classe dirigeante déteste le 17 octobre. Et c'est pourquoi ils veulent détruire toute personne ou idée qui suggère ou rêve de réunir les Libanais. C'est complètement interdit dans mon pays d'être citoyen. Ils ne veulent que des sujets. C'est leur seul moyen de rester au pouvoir. Mais Beyrouth, détruite aujourd'hui, en faillite, en pleine dépression, continue à tenir tête à toutes ces têtes. C'est pourquoi, après des décennies et des décennies de destruction matérielle et psychologique, la caste n'a toujours pas réussi. C'est pourquoi elle continue à s'acharner. C'est pourquoi aussi nous la combattrons. C'est pourquoi nous ne la laisserons pas faire.
parce que nous défendons la nature profonde de notre ville, de toutes les villes. Beyrouth généreuse, accueillante, joyeuse, profondément multiple. Notre combat n'est pas uniquement politique, il est aussi et surtout humain. Nous travaillons pour les Libanais, toutes et tous sans exception. Notre pays, c'est le Liban, notre capitale est Beyrouth, alors que le pays de la caste, c'est la corruption, le clientélisme, l'affairisme, le népotisme, le confessionnalisme. Et sa capitale, c'est la haine de l'autre, l'intolérance. C'est le chacun pour soi contre les autres. C'est pour cela que nous devons nous battre et nous devons réussir. Chers monsieur et madame, il ne suffit pas de reconstruire les pierres. Les pierres toutes seules ne servent à rien. Des milliers de vies ont été détruites après l'explosion surréelle du 4 août 2020. Ce sont elles qu'il nous faut reconstruire avant tout. Des dizaines de milliers de vies à reconstruire, des hommes et des femmes, des jeunes qui ont vu s'effondrer tout ce que composait leur vie. Oui, ce sont eux que nous devons aider à reconstruire. Mais comment le faire ? S'ils n'ont ni toit, ni porte, ni fenêtre, si leur foyer est dévasté, s'ils ne peuvent avoir un chez-soi. De nombreuses ONG font un travail extraordinaire, colossal, même miraculeux, pour reconstruire les immeubles, les appartements détruits ou endommagés. DAFA, je pensais qu'il y aura une vidéo sur DAFA, c'est pourquoi je ne vais pas trop parler de la reconstruction de DAFA. DAFA est l'organisation que je représente et que j'ai commencé, cette NGO, il y a 8 ans. Donc DAFA donne tout ce qu'elle peut donner à cette reconstruction. On travaille avec du in-kind donation, avec des donations en nature, jamais en espèces, mais les NGO aussi, nombreuses qu'elles soient. Et toutes les meilleures volontés du monde ne peuvent remplacer l'État. L'État est la pierre angulaire d'une nation. Sans État, pas de nation, pas de république et pas de démocratie. Mais voilà, au Liban, il n'y a pas d'État. Il y a un semblant d'État, des semblants d'institutions, un semblant de république, un semblant de démocratie, comme un décor de théâtre ou de cinéma. C'est un État en carton qui cache une réalité terrible, celle d'un pays régi par des partis confessionnels, encore une fois, de véritables mafias, sans scrupules, qui ont mis la main sur les institutions et ne s'en servent que pour leur profit, pour s'enrichir, perpétuer leur pouvoir, un pouvoir qui leur échapperait si les Libanais le décident, si la majorité des Libanais s'en détournaient et ne voteraient plus pour eux. Voilà pourquoi il nous faut aussi reconstruire la citoyenneté, la responsabilité collective, le sens de la collectivité et les devoirs qui l'accompagnent. Mais il n'est de citoyenneté possible sans État. Encore une fois, il faut donc reconstruire l'État. C'est un chantier gigantesque et nous avons besoin de vous, toutes et tous, individuellement et collectivement, pas uniquement pour les aides matérielles qui sont indispensables, mais aussi pour que plus de Libanais dans la diaspora et la communauté internationale s'engagent à savoir qu'est-ce qui arrive vraiment dans notre pays. Nous avons donc commencé ce gigantesque chantier. Allez-vous nous aider ? Il faut, pour que nous puissions, au-delà de la reconstruction des pierres, reconstruire des vies, reconstruire la citoyenneté, reconstruire l'État et les institutions de la République, reconstruire la démocratie, ça aussi, je pense, c'est de l'urbanisme. Je vais m'arrêter là, parce que j'aimerais plus tard répondre peut-être aux questions et parler plus de DAFA s'il n'y aura pas la vidéo. Merci beaucoup. Merci Paula, le décor est planté. Vous voyez qu'on n'est pas du tout langue de bois dans cette table ronde et on ne le sera pas. On va poursuivre avec Jade Tabet qui a insisté sur le lien entre la biennale que vous n'allez pas voir, et c'est dommage, sur le vivre ensemble et la reconstruction de cette citoyenneté beyroutine et du territoire et de la ville, puisque tout est lié, comme l'a dit Paula qui dit ne rien savoir sur l'urbanisme. Mais en fait, l'urbanisme, c'est exactement ça. L'urbanisme, c'est le spécialiste de rien,
mais c'est le spécialiste du lien entre les sujets. Et c'est aussi le spécialiste du lien entre les hommes, entre les espaces et entre les fonctions. C'est ça l'urbanisme. C'est assez simple à comprendre, mais très difficile à réaliser. En tout cas, mille merci pour votre contribution et nous y reviendrons dans le débat entre nous et avec la salle. Alors Jade, j'ai pas assez dit qu'il était un très très bon architecte urbaniste qui a fait des réalisations magnifiques avec son frère en France, Sami Tabet, qui est aussi le fils d'un très grand architecte qui a réalisé des œuvres magnifiques au Liban et qui a contribué à ce magnifique bâtiment qui est l'hôtel Saint-Georges, en face duquel j'ai habité et dont j'ai profité, parce que c'est la grande architecture, et ça je peux le dire à Antoine, c'est l'architecture intemporelle, ce qui est le cas d'ailleurs de l'architecture que vous produisez avec Renzo Piano, et je crois que ce bâtiment est d'une architecture intemporelle. Alors Jade, est-ce que tu peux nous décrire tout ce que tu as pu conduire dans le travail au Liban? Je crois que tu as un micro, mais c'est pas grave, je veux bien te céder le mien. Bien. Bien, je vais commencer par cette image. Le 4 août 2020, 6h11, après-midi, je crois que toute personne, tout habitant de Beyrouth, toute personne qui était à Beyrouth ou autour de Beyrouth, à ce moment-là, n'oubliera jamais. Ce qui s'est passé est quelque chose de réellement terrible. On a parlé d'une explosion qui aurait été la plus forte explosion après les explosions atomiques, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas pour nous tous, ce n'est pas seulement une explosion, c'est vraiment une blessure qui reste et qui est toujours là et que nous n'oublierons jamais. Dès le lendemain, alors quand on regarde un peu l'explosion, donc elle s'est passée dans le port de Beyrouth, elle a atteint l'ensemble de la ville. Je veux dire, moi, j'habite de l'autre côté de la ville, j'habite à l'ouest, et néanmoins, toutes les vitres de mon appartement, et je suis au premier étage, toutes les vitres de mon appartement, toutes les menuiseries extérieures sur la façade est ont sauté entièrement. Et s'il n'y avait pas eu une première explosion d'abord, je recevais tout ça dans mon dos parce que j'étais assis en train de travailler sur l'ordinateur. Bon. Donc, la zone la plus touchée est néanmoins une zone qui couvre autour de 3 km², où il y a eu 200 morts, 6000 blessés, 300 bâtiments détruits ou présentant des risques d'effondrement, 700 bâtiments gravement endommagés et des dizaines de milliers d'habitants déplacés. Voilà un premier bilan de ce qui s'est passé. Lorsqu'on a été sur place le lendemain, on a vu un véritable spectacle d'apocalypse. Je pense que beaucoup ont pu voir les images sur la télévision. Mais en même temps, ce qu'on a vu, et ça c'est quelque chose là aussi que nous n'oublierons jamais, c'est des centaines, et je dis vraiment des centaines, de jeunes gens et de jeunes filles venus de toutes les parties du Liban, qui étaient là à aider, à nettoyer les débris, à aider les habitants, à leur parler, à les aider dans leur logement, à leur demander comment on peut déplacer les choses, comment on peut nettoyer, comment on peut sécuriser, comment on peut... Je dis bien des centaines de jeunes Libanais et Libanaises. Un spectacle incroyable. Et c'est à ce moment-là que, pour nous tous, ça nous a obligés à dire, bon, nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Alors, il y a eu évidemment beaucoup d'initiatives individuelles sur le terrain qui ont commencé à travailler. Et puis, moi, en tant que président de l'Ordre des ingénieurs et architectes, j'ai dit, qu'est-ce que nous, en tant qu'ordre, nous pouvons faire? Et c'est là où on a été voir le gouverneur de Beyrouth et on lui a dit, nous sommes prêts à faire le diagnostic des dégâts. Parce que la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic.
Nous avons donc mobilisé 350 ingénieurs et architectes qui sont descendus sur le terrain pendant 1 mois et demi et qui ont établi un diagnostic complet des dégâts dans la zone la plus touchée. Donc voilà la zone la plus touchée. Nous voyons la partie de l'explosion, les zones de Karantina, Badawi, etc., etc. Normalement, donc, cette zone couvre, j'avais dit 3000, bon, c'est 2843. Nombre de bâtiments qui ont été visités, c'est le nombre total de bâtiments dans la zone, 2509 bâtiments, 12 000 appartements. 286 bâtiments étaient sous le risque soit d'effondrement total, soit partiel. C'est-à-dire 1400 appartements, 700 bâtiments avec des dommages importants. Et nous avons travaillé avec la direction générale des antiquités et avec les associations de patrimoine pour regarder essentiellement les bâtiments de caractère patrimoniaux. Pourquoi ? Parce que ce quartier est un quartier qui s'est développé essentiellement à partir de la moitié du XIXe siècle, lorsque le centre de la ville ancienne a commencé à s'étendre. Et nous avons là un quartier qui a réellement un caractère extrêmement intéressant, parce que ce sont des bâtiments qui s'étendent de la moitié du XIXe siècle jusqu'aux années 60. Donc on a tout le panel des bâtiments de l'époque ottomane, de l'époque du mandat français et de l'époque du modernisme primitif. Donc c'est un quartier extrêmement intéressant, c'est un mélange de tous ces... Et en même temps, c'est un quartier où il y a une population qui vit, et cette population est aussi une population mélangée, parce qu'il y a les anciens habitants qui sont là, qui ont été protégés à cause de la loi sur les loyers qui était là, plus une nouvelle génération qui est venue dans les années 2000 et au-dessus, de jeunes qui sont venus s'installer, qui ont développé de nouvelles activités artistiques, des activités de type cinéma, etc., etc. Donc ce quartier est un mélange. Et c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui lui donne quelque part sa vitalité au niveau patrimonial. Voilà également un plan des bâtiments patrimoniaux, 975 bâtiments patrimoniaux, dont 640 qui ont été touchés de façon sévère ou de façon modérée. Voilà. Donc, une fois le diagnostic fait, il y a eu donc énormément de travaux, il y a eu des interventions d'ONG, de l'UNESCO, etc., d'organisations internationales. Tout ça a fonctionné. Mais en même temps, on s'est dit, au-delà d'une reconstruction, disons, physique, et au-delà d'interventions ponctuelles, il faut imaginer un avenir. Il faut une vision. Il ne suffit pas de dire on va refaire les choses comme elles étaient, parce qu'on ne peut jamais refaire les choses comme elles étaient. On ne peut jamais reconstruire comme c'était avant. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et donc, à partir de là, nous avons lancé, à l'Ordre des ingénieurs et architectes, avec les 7 écoles d'architecture et d'urbanisme au Liban, nous avons lancé un programme que nous avons appelé la Déclaration urbaine de Beyrouth, Beirut Urban Declaration. C'est un document qui, au départ, on l'a fait très vite, hein, il a été lancé début octobre, qui définit une vision de ce que peut être une reconstruction de ce quartier et au-delà de ce que cette reconstruction peut donner pour l'ensemble de la ville. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de reconstruire un quartier, c'est aussi une vision pour l'ensemble urbain. Nous avons organisé 2 colloques, le premier le 12, 13 et 14 mars, le deuxième en avril, avec donc la participation de l'UNESCO, avec la participation de l'UIA, avec l'aide et le support du gouvernement français, avec les 7 universités et écoles d'architecture.
Alors, le thème principal, c'était réhabiliter et revitaliser les quartiers dévastés par l'explosion dans la perspective d'une politique nationale de développement durable. Et il y a eu 5 thèmes principaux: l'identité urbaine des quartiers, les conséquences socio-économiques de la catastrophe et les principaux défis à affronter, une vision prospective de la réhabilitation urbaine, les enjeux de la protection du tissu urbain patrimonial et sa revitalisation, et la gestion et l'organisation du processus de requalification urbaine et de reconstruction. Alors, nous étions confrontés à comment reconstruire Beyrouth. C'était un problème réel qui se posait à nous. On a regardé un peu les différents modèles classiques de reconstruction. Il y a un premier modèle, c'est le modèle de la reconstruction gérée par les pouvoirs publics, comme en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce modèle requiert un pouvoir public fort, crédible, et une volonté politique affirmée. Aujourd'hui, au Liban, c'est impossible. Comme l'a montré Paula, aujourd'hui, nous n'avons pas cette situation. C'est impossible. Le deuxième modèle, c'est la reconstruction gérée par des capitaux privés, comme les Docklands à Londres, comme à Beyrouth, la reconstruction du centre-ville par Solidaire. Ce modèle requiert l'implication forte d'investisseurs et de financiers privés. Aujourd'hui, c'est inadapté au contexte de crise économique et financière au Liban. Jamais il n'y aura assez d'investissements de capitaux internationaux et de capitaux importants pour cette reconstruction. Le troisième modèle, c'est la reconstruction gérée par une entité politique, comme par exemple la reconstruction de la banlieue du sud de Beyrouth en 2006, qui a été faite par Waad, c'est-à-dire une filiale du Hezbollah. Ça aussi, ça requiert la présence d'une force politique hégémonique qui a un appui populaire dans le quartier. Bon. Il y a aussi des expériences un peu, si on se rappelle, les banlieues rouges en France et en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, avec les partis communistes. Bon. Aujourd'hui, c'était impossible dans ce quartier à cause du caractère pluriel, à cause du caractère mélangé du quartier. Il n'y a pas une force politique hégémonique qui puisse faire ce truc. Donc, comment faire ? Donc, face à l'inadéquation des modèles classiques, face à l'incurie des pouvoirs publics, face à l'absence de modèles crédibles basés sur l'implication d'investisseurs privés ou de forces politiques hégémoniques, il a fallu trouver des solutions alternatives. Ces solutions alternatives ont été basées sur l'engagement de la société civile, les ONG, les associations, les syndicats, la somme d'initiatives individuelles, dont de Libanais résidents ou diaspora, l'appui d'organisations internationales, etc. Alors, ce que je veux dire, ça n'a pas été un choix délibéré. Il a fallu qu'on se débrouille, c'est ça. Il a fallu qu'on trouve le moyen de faire. Et c'est comme ça que s'est construit peu à peu ce que j'appellerais un quatrième modèle, le modèle de ce qu'on a pu faire. Ce n'était pas quelque chose de délibéré qu'on a dès le début voulu faire et ériger en théorie. Non, ça s'est fait parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est comme ça qu'on a pu faire. Alors, je voudrais très vite parler un peu de faire quelque part un bilan au bout d'un an. Bon. Il y avait des enjeux à court terme. 4e trimestre 2020. Assurer la conciliation et la couverture provisoire des bâtiments patrimoniaux endommagés. Ceci a été fait à 90%. On a pu protéger et faire les travaux d'urgence pour ces bâtiments-là. Assurer le retour rapide des habitants déplacés. Là aussi, malgré le peu de moyens, etc., on peut dire aujourd'hui qu'il y a autour de 60 à 70% de la population qui a pu rentrer, qui a pu récupérer les lieux, la réhabilitation a été faite, etc. Évidemment, se posent des cas particuliers, comme par exemple ces grandes tours qui sont de copropriété de luxe, qui sont face au port. Là, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande des investissements beaucoup plus importants. Et souvent, les propriétaires, c'est des gens ce sont des résidences secondaires, c'est des gens qui habitent. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais le quartier, entre 60 et 70% des habitants des quartiers sont revenus, malgré tout. Bon,
La réhabilitation des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics, là aussi on peut dire que c'est 60 à 70%. Le problème, ce sont des grands bâtiments publics comme l'électricité du Liban, etc. On a eu du mal à trouver, ce sont vraiment des capitaux importants et il y a eu du mal à trouver les financements. Restaurer le tissu économique et les activités culturelles et artistiques. Là, les activités de bar, de restauration, etc. sont revenues. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est l'économie culturelle. Et c'est là où c'est très inquiétant, parce que l'économie culturelle, ce sont essentiellement des talents, de jeunes talents. Et la peur, c'est qu'ils ne reviennent pas, parce que ceux-là peuvent aller n'importe où, travailler n'importe où, dans n'importe quel pays. Beaucoup sont en train de s'expatrier. Et le danger, c'est qu'ils ne reviennent pas. Et c'est là, je pense, un des points essentiels. Et j'insiste beaucoup quand je parle avec nos amis de l'UNESCO, avec les organisations internationales. Il ne faut plus donner de l'argent pour la réhabilitation, c'est bien, mais il faut essentiellement faire des programmes pour les activités culturelles. Bon, les enjeux à moyen terme, réhabilitation des bâtiments patrimoniaux endommagés. Aujourd'hui, comme j'ai dit, les trucs d'urgence ont été faits, mais après la réhabilitation, c'est plus long. Aujourd'hui, c'est 30-35% de bâtiments qui ont été réhabilités, mais je pense que c'est une tâche possible. Moderniser la législation sur le patrimoine, c'était un des objectifs principaux que nous avions définis. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une législation obsolète qui date de 1933 et un règlement d'urbanisme qui permet de coefficient d'exploitation du sol jusqu'à 6,5 fois la surface de la parcelle. Donc, c'est une véritable hécatombe. Là, il y a eu des projets de loi qui ont été faits. Ils sont aujourd'hui, ils croupissent dans les commissions parlementaires. Il faut absolument pousser vers une révision des règlements d'urbanisme, vers une révision de la législation sur le patrimoine. Les enjeux à moyen terme, élaborer un plan d'ensemble pour la requalification urbaine des quartiers sinistrés. Quand je dis fait à 20%, tous les éléments sont là. Nous avons tout. Nous avons aujourd'hui toutes les orientations stratégiques, que ce soit sur les transports, les espaces publics, les stratégies paysagères, le logement, l'économie du patrimoine. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre tout ça ensemble. Nous avons commencé, on travaille, mais pour que ceci puisse aboutir, il faut réellement, quelque part, une implication des pouvoirs publics. Sans implication des pouvoirs publics, ça restera des éléments qui ont été faits par des professionnels, par une société civile, etc. Mais sans implication des pouvoirs publics, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Élaborer une politique de l'habitat, je vais finir, qui préserve la mixité sociale. Là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, la loi sur les loyers et la transformation peut aboutir à l'expulsion des habitants aux moyens modestes. Il y a eu des tentatives, on a mis en place avec plusieurs acteurs des solutions pour assurer la mixité sociale et pour assurer l'habitat social. Ça aussi, ça demande une implication de l'État. Et finalement, le rôle du port de Beyrouth. Le port de Beyrouth est extrêmement important. Il faut réévaluer le rôle du port en relation avec les autres ports de la Méditerranée et puis relier le port à la ville. Ça aussi, ça implique la présence de l'État. Aujourd'hui, Beyrouth renaît de ses cendres, c'est clair. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la question que posait Ariella, est-ce que Beyrouth est un cas unique? Est-ce que la société civile, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ce qu'on dit, aujourd'hui, l'expérience de Beyrouth est une expérience originale, basée sur une somme d'initiatives individuelles, sur la société civile, etc. C'est une tentative qui a permis de lancer le processus de reconstruction malgré la défiance de l'État. C'est un processus souple et innovant, peut-être à l'image de la démocratie libanaise, avec ses potentialités, mais aussi ses problèmes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment articuler le bottom-up avec une forme de top-down qui est nécessaire pour une vision du devenir du territoire,
en l'absence d'une volonté politique forte. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut trouver des moyens? Parce qu'aujourd'hui, une volonté politique forte, je pense que ce n'est pas tout de suite. Est-ce qu'on peut trouver des moyens à travers les associations, des choses comme ça? C'est une question qui se pose. Après, je voudrais terminer par cette image que j'aime beaucoup. Ça, ce sont les silos à grains qui étaient sur le port et qui ont reçu l'impact de l'explosion, qui ont d'ailleurs protégé une partie de la ville. Et de ces silos à grains est tombé le blé, et le blé a repoussé. Et nous avons aujourd'hui un champ de blé. J'aime beaucoup cette image. Merci. Merci Jade, je pense que cette description était, c'est pas grave, tu mets-toi là, garde le micro. Cette description était très importante pour savoir ce qui s'est passé, ce qui a été entrepris et qui justifie d'ailleurs le titre de notre table ronde. Mais on se heurte quand même au Liban à une spéculation monstrueuse. Tout le territoire est constructible et très constructible, c'est-à-dire on peut faire des tours partout. Donc ça c'est monstrueux. C'est-à-dire que dans les débats à voir, Paula, quand vous aurez le pouvoir au Liban, il faudra lutter contre ça parce qu'on ne peut pas faire un territoire durable. On ne peut pas faire la ville marchable. On ne peut pas faire la ville mixte si on continue à livrer le pays à la spéculation. Alors avec la catastrophe économique qu'il y a aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Moi, je connais par exemple une station d'essence à Ashrafiyeh qui est occupée par une ONG extraordinaire, c'est Nation Station, qui donne à manger à plein de gens, qui s'occupe de... Mais parce que le promoteur ne peut pas construire en ce moment, il n'y a pas d'argent. La question de la ville marchable, aujourd'hui, c'est possible, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'essence. Mais le jour où ça reviendra, comment on fera? Parce qu'on va se retrouver dans cette situation où on ne peut plus bouger avec la circulation automobile, on ne peut plus respirer, et la ville continue à croître d'une façon démentielle. C'est un des sujets qu'il va falloir quand même qu'on aborde. Et tu as parlé aussi du modèle, ce qui est très important. Par exemple, il y a eu des projets, moi je lisais dans les journaux, c'était terrifiant. Toi, tu me disais que ce n'était pas important, mais quand même, les Allemands qui arrivent et qui disent, nous, on se prend tout le territoire du port, tout. Et puis nous, on vous fait un projet, genre solidaire. On va être financé par la BCE. Comptez sur nous, il n'y a pas de problème. On va faire la ville inclusive. On va faire des plages le long du port. On demandera à Alberto ce qu'il en pense. Les spécialistes du port, ils vous disent que la plage, c'est pas possible avec le port. Et bon, et les gens étaient séduits parce qu'ils se sont dit super, il y a de l'argent qui vient d'ailleurs. On va faire clé en main. C'était le seul plan. Il n'y a que celui-là. Non. Je voudrais simplement dire, Ariel, là, qu'il n'y a pas de vision pour comment gérer le pays et il n'y a pas de master plan. Le problème au Liban, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement clair. Les partis politiques règnent dans le pays. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un à blâmer? Non. Et ça les arrange tellement. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire ce parti politique-là est responsable de tout. Pas du tout. Parce que ils sont ensemble à gouverner le pays, mais en même temps, ils ne veulent pas prendre responsabilité pour quoi que ce soit. C'est pourquoi. La spéculation et la corruption. Oui, mais en plus, ça, toujours dans tout le pays du monde, il y a quelqu'un à blâmer. À Beyrouth, oui, il y a tous ces sbires. Non, tout le monde dit c'est pas moi, c'est l'autre. Oui. Tous les partis politiques ont la même réponse. Pourquoi cette faillite? Why this failure? They will tell you. It's not us, it's the other. Mais ils sont ensemble à gouverner, à continuer, et voilà, ça continue. Donc, quand il n'y a pas d'accountability, quand il n'y a pas de responsable, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on est quand même dans une démocratie. Moi, j'avais organisé un voyage d'études au Liban, et j'insistais. Un semblant de démocratie. Ouais. Oui, la presse est libre. Ouais, attendez, mais c'est le seul pays arabe où la presse est libre. La presse n'est pas vraiment libre, ouais, parce que au Liban, on paye airtime. On achète du airtime. Mais quand on lit l'Orient le jour, c'est au vitriol quand même contre le gouvernement. Mais ceux qui peuvent acheter le airtime, c'est les mafieux, encore une fois. Il faut savoir qu'au Liban, tout est géré par 7 ou 8 partis politiques qui font tout, décident tout. C'est eux qui organisent tous les chantiers. Bi'ad al-Safa'at. C'est eux qui... tous les deals, c'est entre leurs mains. Ils décident de tout. Les petits jobs, petits jobs, au plus grand chantier, c'est entre les mains des... Vous pouvez dire ça.
Mais on peut le dire. Mais dans n'importe quel pays arabe, on dirait ça, on serait en tôle tout de suite, tous là. Non, Ariel, là, dans tout le monde arabe, maintenant, il y a le social media, les opposants ont leur espace. À Beyrouth, je prends, moi et Halim et tous les opposants, 1% du airtime et ils prennent 99% pour, de nouveau, répéter leur rhétorique sur comment diviser les gens, comment ils ne sont pas responsables, et ça continue comme ça. Donc non, réellement, il y a une démocratie qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas d'accord. Tu serais en Syrie, toi et moi, on ne pourrait pas dire ça. On serait en Irak, on ne pourrait pas dire ça. On serait en Arabie Saoudite, on ne pourrait pas dire ça. On serait, excuse-moi. Sur la télévision nationale, pas du tout. Sur les médias conventionnels, oui. Non, mais oui, parlez, s'il vous plaît. On va arrêter parce que Antoine, il faut qu'il parle. Et quand même, la seule conclusion que je voulais tirer, c'est que la société civile peut s'exprimer. Oui, et c'est là-dessus, c'est comme ça qu'on peut changer. Et aujourd'hui, en Syrie, il y a des Syriens, en Irak, des Irakiens qui n'habitent pas peut-être leur pays, mais ils ont le social media. Et sur ce social media, ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais nous, au Liban, on peut le dire. Aujourd'hui, mais dans ce monde d'aujourd'hui, personne ne peut suffoquer les voix libres. C'est tout ce que je veux dire. Je comprends, oui. On ne peut pas passer sur la télévision du Baas et dire ce qu'on dit au Liban. Ça, c'est vrai. Fifi Aboudib, il y a des alternatives. Magnifique journaliste de L'Orient le Jour, a écrit sur un site, elle a diffusé partout, elle travaille L'Orient le Jour, un truc au vitriol contre le président de la République. Je ne sais même pas si en France c'est possible. Donc quand même, il y a ça. Donc on peut y aller. Alors d'abord, on va quand même écouter... Antoine un petit peu, parce qu'Antoine, il est libanais, il aime le Liban, il a travaillé sur Beyrouth, mais il n'est pas retourné depuis la catastrophe, sauf que là, il a appris beaucoup de choses. Et ce serait intéressant d'avoir ta réaction ici ou là. Oui, tout à fait. J'ai 15 minutes, donc je m'adapte. Oui, en effet, tout d'abord, je suis très ému de voir autant de non-libanais, les amis du Liban, qui ont mis autant d'énergie pour faire réussir un événement pareil. C'est vraiment, je n'ai pas les mots à dire, je ne sais pas qui remercier, je dois remercier énormément de monde. Ensuite, c'est vrai ce qu'elle a dit, Ariella, à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi qu'est-ce que je peux amener, comment je peux être utile, qu'est-ce que je peux amener à ce panel? Mais je dois avouer quand même que j'étais séduit par ce panel, comment résister à être avec des gens comme ça. Et je cherchais aussi à savoir comment je peux être utile pour mon pays. Donc je me suis dit, peut-être une petite action peut aider. Je souhaite commencer par dire que, après les images qu'on vient de voir et les paroles de Paula et de Jade, que ces paroles témoignent de la dimension de ce désastre. En effet, le drame de 4 août, c'est notre 11 septembre à nous. Quoi qu'on dise ce soir autour de cette table ronde, les priorités sont très claires. C'est assurer les besoins immédiats de tous ceux qui ont été directement ou indirectement impactés par ce drame, je dirais même par ce crime. Et quoi qu'on dise tout à l'heure, les priorités sont très très claires. L'action et le travail dans l'urgence est une priorité, et quoi qu'on fasse, il ne faut ni ralentir ni arrêter. Et je tiens absolument à reconnaître et à exprimer mon admiration pour des gens qui œuvrent sur le terrain, que ce soit Jacques ou bien Paula, pour son énergie et sa capacité et son implication journalière au Liban. Ma contribution ce soir dans cette table ronde, elle est beaucoup plus modeste. Moi, n'étant pas impliqué sur le terrain comme eux, je souhaite apporter une autre chose. Je souhaite partager avec vous les réflexions qu'on avait sur la table de travail la veille de l'explosion, parce qu'on avait des projets à Beyrouth.
ont été impliqués dans des projets de très grande envergure, immenses. Et voilà, je souhaite mettre entre vos mains les idées qu'on était en train de discuter ensemble. Je souhaite aussi, dans mon intervention, reprendre l'espoir. Continuer à rêver. Je sais que ce n'est pas le moment pour rêver, mais je pense qu'il faut rêver loin de toute utopie, parce que c'est aussi, il ne faut pas sombrer dans la tristesse dans laquelle les responsables et les acteurs de ce drame-là ont voulu nous plonger. Reprendre espoir en rêvant à un bon avenir, c'est aussi une façon de renaître de ses cendres. Alors, Beyrouth, c'est une de ces villes heureuses qui ont su développer depuis l'Antiquité un rapport très particulier avec la mer. Je dirais même une affinité avec la mer. Et qui dit ville et mer dit port, ça va de soi. Alors, normalement, un port, c'est une source de richesse, c'est une source de développement pour une ville. Malheureusement, pour Beyrouth, c'était une source de malheur. Ceci dit, on a un grand problème au Liban, c'est que un port, et Capato, il va être d'accord avec moi, un port, il a des spécificités logistiques, sécuritaires et fonctionnelles qui impliquent son retrait par rapport à la ville. Il fait une sorte de barrière entre la ville et la mer. Alors, j'ai lu je pense que c'est Jade qui l'a dit, que traditionnellement, le port était ouvert à la ville. Moi, à mon âge, malgré mon âge, je n'ai pas vu ça. C'est peut-être dans l'Antiquité, il était. En tout cas, Beyrouth, c'est comme si Beyrouth a décidé de tourner le dos sur le port. Ça, c'est Ariella qui a écrit dans le... Donc, j'ai lu le texte, Ariella. Alors, c'est comme si Beyrouth a décidé de tourner le dos au port. C'est comme le cas de Valence, par exemple, en Espagne. Alors qu'il y a d'autres villes comme Bilbao, comme Hambourg, comme Sydney, comme Gênes, mais comme aussi Marseille, qui ont joué la carte de la culture pour tirer profit de ces friches. Je souhaite parler d'un autre thème. Je mélange un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas tout développer. Le thème de la mutation des villes. La mutation des villes est quelque chose de tout à fait normal. Et même, il est indispensable pour la survie des villes. Et il y a toujours un élément déclencheur dans cette mutation. Parfois, cet élément, il est plus dramatique, ce qui est le cas de Beyrouth. Et parfois, il est un peu plus... elle est un peu plus noble dans le sens, l'opportunité, elle était bonne, dans le cas de Gênes. À Gênes, par exemple, le fait d'avoir le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la municipalité de Gênes a décidé d'ouvrir le Porto Antico sur la ville. Et du coup, on a enterré la circulation qui était... Il y a beaucoup de similitudes entre Gênes et Beyrouth. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure. L'autoroute qui sépare la ville Ashrafiyeh du port, c'est exactement ce qu'on avait aujourd'hui. Il y a la Sopra Elevata, mais quand même, il y avait au niveau de la route, qu'on a enterré, on a fait un tunnel, et on a réalisé la liaison, connexion piétonne entre la piazza et le Porto Antico. Et du coup, on a rejoint la ville. Donc, il y a des similitudes. Je souhaite dire une chose aussi, après on peut compléter là-bas, c'est que dans la mutation des villes, la vitesse à laquelle on va, elle est extrêmement importante. Ce n'est pas un petit détail. Parce que vous savez très bien, quand on va vite dans le temps, on prend toujours des risques. Et tout à l'heure, j'ai appris une belle leçon dans la présentation du monsieur de Kobe. Il disait à la fin, « Cities are made of memories ». Il veut parler aussi de l'âme des villes. Et c'est ça le plus important. Paula, elle a dit avec ses mots, elle a dit, « Il ne suffit pas de construire une ville avec ses pierres, il faut construire autre chose ». Elle a utilisé ces mots, mais elle, sans le dire, elle voulait parler de l'âme
de l'âme des citoyens, mais qui font partie de l'âme d'une ville. Donc, plus on va vite, on a beaucoup de professionnels dans la salle, on sait qu'on peut faire des bêtises. On en a fait. En France, avec les grandes villes, on en a fait plein. À Beyrouth, avec Solidaire. Mais je ne veux pas mettre la faute aux autres. Je veux seulement dire qu'on construit, nous les architectes et les paysagistes et les urbanistes, on construit les villes, on construit des bâtiments, on prétend construire une ville, mais en fait, ce ne sont pas nous qui construisons les villes. C'est le temps qui construit la ville. Et le temps a besoin de temps. Les villes ont besoin de temps pour retrouver leur âme. Plus on va vite et plus on risque de mettre l'âme d'une ville en question. Et on fait une ville qui n'a aucune âme. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent à Beyrouth, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il n'y a pas l'âme. L'âme n'est pas là. Alors c'est un secret. Je n'ai pas de réponse ce soir, mais je souhaitais quand même soulever la question. Je suis en train de regarder pour ne pas déborder. Alors, après, pourquoi on est venu à Beyrouth? Alors, après, là, on était impliqué dans la reconstruction de la Potsdamplatz à Berlin. On a gagné le concours, on a construit 500 000 mètres carrés. Ils sont venus de Beyrouth en disant, est-ce que vous pouvez amener cette expertise à Beyrouth? On était ravis. Ils nous ont mis sur des terrains. Alors là, ce que Jade parlait, ce que Ariella avait commencé à dire, mais aussi, voilà, on parle de l'urbanisme chirurgical. C'est-à-dire, il y a des éléments qui manquaient dans la ville. Mais nous, on nous a mis sur une table rase. C'est comme à Berlin. La Potsdamplatz, quand on est arrivé, après la chute du mur, c'était une table rase. Il n'y avait rien auquel on peut s'accrocher. Il y avait seulement le Weinheitsfoot, qui est une ancienne baraque, et il y avait une rue avec des arbres plantés, qui est le Alta Potsdamer Straße. C'est une seule. Bon, on s'est accroché à ça, on a fait un projet. À Beyrouth, on nous a mis sur 2 sites, le Pinwheel et la place des Martyrs, qui a plus d'histoire. Alors le Pinwheel, on a commencé avec un tout terrain, et après, petit à petit, on a trouvé une articulation entre l'ancienne ville et le Remblai, une zone de 20 000 m² au sol pour construire à peu près 500 000 m². Et on a fait un projet. Alors on savait que faire à Beyrouth. J'ai amené Renzo à Beyrouth, j'ai fait un petit tour avec lui, on s'est assis, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as appris? Parce que moi, je sais. Et il m'a dit, cette ville, elle n'est pas faite pour les gens. Je lui ai dit, très bien. Elle est faite pour les voitures. Parce qu'à Beyrouth, on ne fait pas de route, on fait des autoroutes partout. C'est ça ce qui compte. Alors ça, Paula a parlé de reconstruire la citoyenneté, mais aussi elle a parlé de l'approche humaine. Je rappelle quand même que ce soit l'architecture ou l'urbanisme, ce sont des sciences qui incluent aussi la science humaine et la science sociale. Et ça, c'est important. Tous les gens qui n'ont pas compris ces dimensions-là, ils ont fait des désastres. Alors, Beyrouth n'est pas faite pour les gens, mais à la fin, il faut quand même qu'elle soit... Ariella utilise ces mots, elle dit une vie marchable. Moi, je dirais qu'il faut promouvoir les espaces pour les piétons. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un exercice, on a dit, normalement, les bâtiments s'accaparent du rez-de-chaussée. Et dit, ça c'est mon terrain, je construis jusqu'à rez-de-chaussée, c'est mon terrain. Très bien. Notre idée, qu'on a appliquée aussi à New York, dit le rez-de-chaussée, on appelle ça le urban layer, et doit être partagé avec la ville. Il est strictement interdit de mettre des fonctions qui ne sont pas accessibles au grand public. Il doit être lumineux, transparent et utilisé par des fonctions qui sont ouvertes au grand public. Donc, du coup, on parlait, tu as bien dit tout à l'heure qu'il fallait imaginer la ville du futur. Très bien. Alors, moi, on pense que la ville du futur, ça va être une sorte de bâtiment qui sont en lévitation, qui flotte autour d'un layer qui s'appelle le urban layer, et que lui, il est habité par des fonctions où tout le monde, sans exception, peut entrer. On a fait ça à New York. Pour Columbia, ce n'est pas une utopie. Donc je parle d'un rêve, mais qui est très loin d'une utopie. On a fait, moi, depuis 2009, je travaille à New York pour le campus de Columbia University. On a déjà livré 3 bâtiments, on livre le 4e. On applique ça, et ça marche. On arrive dans tous les rez-de-chaussée du campus, personne ne montre le ID, parce que c'est ouvert à la ville. On est à Harlem, West Harlem. On parle de problèmes de sécurité. Tous les gens de West Harlem.
entre là, ils ne montrent pas leur ID. Donc ça marche. C'était un élément, le piéton. Un deuxième élément, à Beyrouth, qu'est-ce qui manque? La nature. La ville est en train d'étouffer. J'ai eu une discussion avec le directeur de l'environnement, Berge Hatchian, dans une présentation. J'ai dit, Beyrouth est en train d'étouffer. Il m'a coupé, il m'a dit, Beyrouth a étouffé. C'est fini, elle a étouffé. Donc, on a cherché à dire comment il faut des espaces verts. Mais il ne s'agit pas de mettre un peu de salade dans la rue pour prétendre qu'on a de l'espace vert. Alors, on a décidé que tous les bâtiments vont être habités, les toits, par des jardins suspendus. Mais on est dans la région au Moyen-Orient. C'est les Babylones, les jardins de Babylone. C'est le rêve de 1001 nuits. Donc, on a dit, le Liban, c'est ça ce qu'il faut faire. Et encore, ce n'est pas une utopie. Parce qu'on l'a exploré à Paris, dans le palais de justice, à 24 mètres du sol, avec 1,20 m de terre, on a planté des arbres de 12 mètres. Moi, il y a 20 ans, j'ai construit Il Sole 24 Ore à Milano, non? La sede principale del Sole 24 Ore. Alors, sur une dalle de parking avec 1,20 m, j'ai planté des arbres de 12 mètres. Aujourd'hui, ces arbres font 24 mètres. Donc, ce n'est pas une utopie. Bien sûr, après, si vous voulez, dans la discussion, on peut parler de l'eau et comment faire. On peut en parler. En tout cas, c'était ces deux layers, le urban layer au niveau du rez-de-chaussée et le toit qui doit être planté parce que la ville a besoin de respirer. Ensuite, suite à ça, ils nous ont demandé de travailler sur la Martyrs Square. Et là, on avait à peu près 40 000 mètres carrés au sol qu'il fallait emménager. Mais il n'y avait rien auquel s'accrocher. D'un côté, côté ouest, on a la mosquée, le mémorial du président Hariri, il y avait... après, il y a le Grey en bas, le Virgin Megastore, An-Nahar, et de l'autre côté, c'est vide, c'est rien. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On a regardé le master plan, on a trouvé qu'ils ont prévu des immeubles de 50 mètres de haut. 50 mètres, 100 000 mètres carrés, avec en bas, il y a le Phoenician Village. La première réaction, Renzo, il m'a dit, écoute, on n'est pas là pour les aider à construire des mètres carrés. Nous, si on ne fait pas, s'ils ne nous écoutent pas, on se barre. On a une notoriété internationale. On n'est pas là pour aider les développeurs. Donc la première réaction, en hiver, le matin, le soleil ne rentre pas dans la place. Elle ne rentre pas, impossible. On a fait la courbe du soleil en hiver, parce que vous savez, en hiver, le soleil, il fait ça. En été, il fait ça. Et donc, en hiver, il est plus bas. À 50 mètres, impossible. On a baissé à 32 mètres, maximum avec 24 mètres. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils vont perdre 30 000 mètres carrés. On a dit, take it or leave it. Ou on quitte le job, ou vous nous écoutez. Ils ont dit, très bien, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 30 000? Vous les mettez sur le Remblai. Le Remblai, c'est tellement loin. Vous les mettez quelque part là-bas, dans le master plan. Et il y avait un grand problème, c'est qu'ils font un amendement au master plan. Après, dans la discussion, on revient à le rapport entre la politique et l'urbanisme. C'était compliqué. En tout cas, j'arrête sur ça et je termine avec un autre aspect, c'est que la deuxième bataille qu'il fallait faire autour de la place des Martyrs, ce qui m'intéressait personnellement, c'est réduire le trafic. Parce que j'ai rencontré 3 premiers ministres, un gouverneur, le président du conseil municipal, où j'étais dire, et le CDR, pour leur dire, il faut réduire de 3 voies à 2 voies, et surtout rendre cette partie-là piétonne. Et non pas, la voiture n'est pas la bienvenue. Elle peut passer, mais elle n'est pas la bienvenue, il faut le faire savoir. Et comme la place des Martyrs, comme jusqu'à la mer en bas, elle raconte une belle histoire. C'est que la partie haute, elle raconte le passé récent de Beyrouth. La partie basse, elle contient des vestiges de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, elle raconte le passé lointain de Beyrouth. Mais tous les deux racontent l'histoire de Beyrouth. Et comme par miracle, ils ont décidé de faire le musée de l'histoire de la ville de Beyrouth au milieu, entre le passé lointain et le passé récent, et qui ouvre sur le vestige. Et voilà, voilà ce qu'on a essayé de faire. Je pense, je ne sais pas où est-ce que je suis par rapport à mon temps, mais je souhaite dire aussi encore deux petits commentaires, très vite. Alors, Ariel a parlé de l'architecture à un certain moment. Et je souhaite seulement citer ce que Paul Valéry avait dit à propos de ça. Il a dit, vous passez parfois dans une ville et vous voyez des bâtiments qui sont complètement muets. De temps en temps, vous tombez sur des bâtiments qui se parlent. Mais très rarement, vous tombez sur des bâtiments qui chantent. Quand un bâtiment chante, c'est ça l'architecture. Avant ça,
c'est de la construction, ce n'est pas de l'architecture. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici et peut-être les autres thèmes, on peut développer sous forme de questions. Merci Antoine, je voulais vous faire discuter entre vous, mais on a pris du retard. En fait, nous, on n'a pas pris du retard, mais on a 3/4 d'heure de retard avant notre table ronde. Donc Thomas était très sympa, il m'a laissé un tout petit peu de temps pour qu'on puisse échanger avec la salle. Et si vous pouviez profiter de cet échange pour les uns et les autres nous donner un message d'espoir. C'était en principe ce que je souhaitais conclure avec vous. Donc en fait, il faut qu'on rêve, il faut qu'on espère. On va se dire que tout ce que propose Antoine, Mme Paula, quand elle sera présidente de la République, elle pourra le faire. Et elle appellera Jade pour construire le projet de demain avec les urbanistes qui sont là. Donc il faut absolument qu'on rêve. Je pense qu'il y a beaucoup de situations quand même catastrophiques. Il y a des gens qui ont recommencé une vie après la Shoah. Donc c'est possible, l'avenir est possible. On n'a pas parlé développement durable, on n'a pas parlé réchauffement climatique, on n'a pas parlé vraiment catastrophe économique, mais tout ça est là, hein. Tout ça est là et on va faire avec. Alors je pense que tu voulais prendre la parole et ce serait bien que chaque personne se présente. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe le micro. C'est Thomas. Oui, bah, sinon c'est nous, hein, on sait tout faire. Les multitâches, les femmes sont toujours multitâches, n'est-ce pas Paula? Merci pour ce panel. En fait, oui, professeur Halime Karkour, je suis professeur à l'Université libanaise et PhD droit international public. Donc, je voudrais parler de la liberté de presse. En fait, vous avez parlé de la liberté de presse et il y avait deux points de vue contradictoires. Je voudrais dire qu'on est classé 107 sur 180 par Reporters Without Borders. 221, on a perdu 5 classes. On était classé pendant une année. On a perdu ça. Mais juste pour dire pourquoi, parce qu'il y a plusieurs critères qui étaient adoptés. Les médias sont politisés et polarisés par rapport à ce rapport. On a le code pénal aussi, on a besoin de réformer ça. Troisièmement, la protection des journalistes. La violence contre les journalistes. Donc, oui, je refuse de me comparer avec Syrie, Iran ou l'Arabie Saoudite. Donc, même le Maroc. Voilà. L'Algérie. Puisque Iran est classé 170, 173 Syrie et 174 l'Arabie Saoudite. Non, Iran est 170 l'Arabie Saoudite. Donc, je ne veux pas... oui, avant, on était vraiment avancé par rapport à la liberté d'expression, liberté de presse. Et là, dans les rapports mondiaux, on est en train de perdre ça et on va changer ça. Merci. Qui d'autre, ou peut-être Paula veut réagir, qui d'autre veut prendre la parole? Moi, je voudrais dire que la décadence arrive surtout. Liberté, architecture, tout, mais vraiment. Et c'est la décadence totale au Liban. Et nous sommes en train de combattre pour garder cette liberté d'expression. Moi, ça fait toute ma vie, la liberté d'expression. Et ça me fait très mal. On a tout perdu au Liban. Tous les secteurs sont à genoux. Il nous reste cette démocratie. On veut la conserver. On veut la conserver. Donc, quand je dis qu'on n'est pas donné du temps aux opposants, les vrais opposants. Oui, tout l'espace, c'est pour les partis politiques. Toute la vie, c'est autour de ces partis politiques. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, comme Halim, je ne veux pas me comparer à la Syrie ou à l'Irak. Bien sûr, mais on ne va pas seulement parler de la démocratie au Liban. Il y a beaucoup de sujets qui ont été proposés. Je vais bien te redonner la parole. Il y a d'autres réactions? Oui, je crois. Si vous pouviez vous présenter pour les autres. Nous, on sait à peu près qui vous êtes, mais... Oui, merci. Kamel Aboud, architecte au Liban. Je rebondis un peu sur l'espoir. On a parlé d'espoir, mais je pose une question. Je n'ai pas d'avis personnel. Est-ce qu'il est possible d'envisager de l'espoir tant que la vérité n'est pas encore claire? Il y a encore une omerta nationale et internationale sur ce qui s'est passé. Et c'est là où je pense que si on a besoin d'aide, essayons un peu de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est une grande question et je pense qu'elle est un élément de départ pour toute construction d'avenir. C'est tout ce que vous voulez dire la responsabilité par rapport au 4 août?
Oui, entre de autres. la catastrophe essentiellement et tout ce qui s'est enfui. Mais quand même, Bien sûr. on parlait de la catastrophe puisqu'on parle de reconstruire. Est-il possible d'avoir de l'espoir, de vraiment convaincre ces gens-là qui ont tout perdu qu'on va recommencer tant qu'on ne sait pas encore pourquoi réellement et qui est derrière Bien ça. sûr. Donc je pense qu'il y a plein de réponses possibles, mais tant qu'on n'a pas ça, mais ce que je soulève ici, c'est quand même la fameuse omerta nationale et internationale, je dis encore une fois. D'accord. permettez C'est plus une. On va d'abord prendre quelques réactions parce que je vais respecter ce que m'a dit Thomas. On ne va pas prendre 1 heure. Oui, vous êtes. Il y avait aussi une question ici. Vous êtes. Rudi Rahmi. Rudi Rahmi, Paula répondra. Parce qu'il est notre artiste libanais Yeah. qui aime le National Liban pride. avec tous ses sens. Je suis fier d'être libanais. Avant tout, une phrase. Quand les Arabes arrêtent de faire ces guerres sur une petite territoire libanaise, une petite, qui a donné beaucoup de choses à la liberté et même à la nationalité de chacun de nous. Parce que le premier bateau de l'alphabet, je suis fier, et je suis phénicien. Après arabe, le pré-arabe et le petit arabe libanais, comme on dit. Non, je suis libanais, après arabe. Quand on dit ça, il y a une grande guerre qui se fait sur ce territoire libanais. Quand ça s'arrête, c'est une politique universelle qui se fait sur un territoire assez petit mais grand, en nous, en moi. Merci. On va prendre encore quelques témoignages, Paula, avant que vous réagissiez. Je pense qu'il y avait... Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui, derrière. Vous êtes? Oui, bonjour, docteur Mohamed El-Saïli. Alors, je voulais juste poser une question. Oui, mais à part être docteur, vous êtes quoi? Vous êtes docteur en quoi? Je suis médecin. Vous êtes docteur vraiment? Génial. Ouais, parce qu'en général, quand on dit qu'on est docteur au Liban, on est très docteur en histoire, en plein de trucs, en architecture. Et je ne travaille pas au Liban. Et donc, vous êtes docteur. Vous êtes un vrai médecin. Un vrai médecin. Super. En fait, j'ai une question à ce panel. Au Liban, il y a une démocratie consensuelle. Ce n'est pas une vraie démocratie. Il n'y a pas une liberté de presse, je m'excuse. On a perdu beaucoup de journalistes, Touaini, Samir Kassir, il y a plein. Et récemment, on est en train de perdre des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Il y a une semaine, je pense, on a perdu Faisal Sfer. 3 jours. Donc, 3 jours, voilà. Donc, une liberté qui est assez masquée. En général, l'urbanisme, il naît à partir des gens qui partagent une âme de la ville. Au Liban, sous le toit d'une démocratie consensuelle, en l'absence de dirigeants, de vrais chefs d'État, en l'absence de vision, est-ce que cet urbanisme qu'aujourd'hui on est en train de discuter, qui est basé sur un traitement chirurgical, pour utiliser un terme médical, est-ce que cet urbanisme pourra vraiment créer une âme à la ville? Parce qu'on est en train de faire le chemin, le sens inverse. Les gens ne sont pas là pour bâtir la ville. Ce sont des NGOs. Il n'y a pas de vision. Donc, quel urbanisme on est en train de vraiment discuter aujourd'hui avec ce sens inverse? Je pense qu'on va arrêter donc les questions et je vais vous demander à chacun d'entre vous de conclure. Je voulais juste dire un mot à monsieur le médecin. Quel urbanisme on est en train de faire? Moi, j'ai été très frappée parce que je viens d'une formation d'architecte, urbaniste, on dessine la ville. Mais en fait, la société civile est en train de faire des choses incroyables. Incroyable. Cette station d'essence dont je vous parlais, qui est devenue une sorte de café ouvert à des tas de gens qui viennent manger dans des bonnes conditions, c'est devenu un lieu, un rez-de-chaussée actif, comme disait donc Antoine. Donc on est en train de réinventer la ville par petits bouts
Et peut-être que le Liban est en train d'inventer une autre forme d'urbanisme, c'est-à-dire où on fait bouger le territoire à différents endroits et on le stimule. Tous les travaux qui ont été faits par vous à l'Alba, qui montrent en particulier cet urbanisme transitoire où on occupe des lieux et on habitue la population à marcher, à bénéficier de l'espace public, c'est peut-être une nouvelle manière de faire, c'est peut-être une réinvention qui peut être au service d'un futur pouvoir politique et où les habitants s'habituent à pratiquer la ville et pas à prendre la voiture. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'inventer au Liban et qu'il faudra suivre pour un message d'espoir. Alors, Paula. Je vais commencer pour répondre un peu au docteur Saïd, pour lui dire, on n'a pas voulu reconstruire. Moi, je n'en sais rien à la reconstruction. On n'a jamais travaillé dans la reconstruction. Mais comme mon appartement a été dévasté, la ville, même les bureaux de DAFA, alors qu'est-ce qu'on fait? C'était tout début, je pensais, qu'est-ce que je peux faire? Et comme on n'a ni gouvernement, ni municipalité, les élus au Liban ne font rien. C'était un devoir pour nous de travailler. Parce que sinon, l'alternative, c'était laisser les gens à leur sort. Les pauvres sans toit sont devenus... non, les pauvres avec toi sont devenus sans toit. Et sans rien d'autre. Alors, on a commencé à cuisiner. Puis on a dit, on va descendre et voir de quoi les gens ont besoin. Je vais vous dire, à 7 heures du soir, on était en train d'ouvrir la route parce que tout était tombé dans la route. On ne pouvait pas, même les ambulances ne pouvaient pas arriver à toutes ces victimes. Et puis, le lendemain, à 6 heures du matin, on est descendu dans la rue, ne savant quoi faire. On ne savait pas qu'on allait reconstruire. Et puis, d'un seul coup, on a demandé aux gens qu'on a besoin de nylon pour fermer les vitres, qu'on a besoin de nourriture, de torches, toutes les 5 minutes. Alors, je passais sur Facebook, demandais aux gens, on a besoin de telle et telle chose. Et le miracle, Ariella, et c'est pourquoi je dis que le peuple libanais, c'est le peuple le plus généreux au monde. Le miracle, c'est que je demandais, je ne sais pas, du pain. 10 minutes après, j'avais des centaines de pains. Et ça, c'était aussi la même chose pour les vitres, l'aluminium. Parce que nous, on ne prend pas d'argent, on ne prend pas d'espèces. Et j'avais des coups de fil toute la journée de la diaspora libanaise me disant, s'il vous plaît, on va envoyer des fonds, de l'argent. J'ai dit non, s'il vous plaît, pas au Liban. Envoyez en nature. Envoyez du riz, envoyez tout le support médical, tout ce qu'on a besoin, mais en nature et pas en espèces, même pour les NGO. Pourtant, moi, j'ai très confiance en ces NGO. Beaucoup plus que mon État. Beaucoup. Mais moi, parce que j'étais dans la politique, je suis aussi la même chose. Je n'ai jamais voulu être députée. Quand j'ai commencé cette carrière, je l'ai commencé à cause de la crise des déchets. Et parce que j'étais dégoûtée. J'ai commencé simplement pour dire aux Libanais, mais il y a des alternatives. Il y a des gens qui ne sont pas de tout ce système, qui veulent vraiment travailler pour le pays. Pourquoi, toutes les fois, on doit redonner une chance pour les mêmes familles féodales, pour le même système, pour les mêmes partis corrompus? Et puis tout le temps, avant les élections, on nous dit, il n'y a que ces gens-là. Il n'y a personne d'autre. On savait qu'on n'avait pas de threshold, même à Ashrafiyeh, qu'on ne pouvait pas gagner, même pas un siège. C'est peut-être une semaine ou quelques jours avant les élections qu'on voyait un tout petit peu nos chiffres monter. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Je voudrais un peu aussi parler sur la vérité. La vérité, c'est important sur tous les sujets. Et c'est la vérité qui est sacrifiée tous les jours au Liban. Pas seulement la question du port. Tous les assassinats qui ont eu lieu dans notre pays, il n'y a jamais eu de vérité. Je parle d'une centaine, au mieux, des milliers peut-être, mais des centaines de politiciens, journalistes assassinés depuis la guerre civile et même avant, with impunity, with zero accountability. Personne, aucune fois. Comment on peut bâtir un pays où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de système judiciaire? Donc voilà, le pays a besoin d'être reconstruit, État, institution, avant tout, avant Dieu, je dirais. Parce que l'Europe a pu devenir l'Europe d'aujourd'hui
quand ils ont mis les institutions avant tout, avant l'appartenance, avant tout, la citoyenneté et les institutions. Ça, au Liban, on ne l'a pas du tout. Alors, soit un pays de loi, soit la jungle qui règne aujourd'hui dans mon pays. Merci. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais aussi parler du phénicien, du Liban, de tout ça, mais on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, donc voilà. Je pense qu'Antoine est très frustré. Il veut dire... Non, ça va, si, vas-y. Non, on a encore 2-3 minutes. Vas-y, Antoine. On dérape un peu, sur le temps. Donc, je propose qu'on finit. Thomas, il faut quelques minutes là et quelques minutes là. Mais vous pouvez continuer aussi. Ceux qui veulent aller prendre un café, ils peuvent ne pas. Mais je pense qu'Antoine est très concis. J'attendais cette question. Vas-y, Antoine. Elle m'a surpris parce que je ne l'attendais pas d'un médecin. Oui, c'est super, mais les médecins sont les meilleurs urbanistes. Oui, mais cette question-là, c'est un retour au thème de notre discussion. Et je vois que vous êtes resté sur votre faim. Et effectivement, on n'a pas répondu, parce que peut-être on n'a pas de réponse. Mais je souhaite dire une petite chose, parce que j'ai lu le texte que Ariella et Jade Tabet je l'ai lu plusieurs fois. On va vous envoyer. Et j'ai vu que Jade, il est très honnête. Il a confirmé ce que j'ai dit. Moi, je suis pas. Va dans la... Non, mais parce qu'il a dit un terme que je vais utiliser. Il dit que c'est un bricolage. Et corrige-moi si je me trompe, mais ce qu'il voulait dire, c'est que dans l'urgence aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire des théories. On ne peut pas dire l'idéalisme, ça n'existe pas. Paula nous explique que les gens n'ont pas de verre. Alors on ne peut pas leur dire le master plan. Mais vous avez raison, votre question elle est bonne, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la réponse. Merci Antoine. Alors le mot de conclusion, c'est Jade. Très rapidement. Bon, on parle beaucoup d'urbanisme, de vision, de plan. Moi, je vais juste rappeler une petite chose. 1997, j'étais directeur du programme international de l'Union internationale des architectes sur la reconstruction des villes après les guerres. J'ai organisé un colloque à Beyrouth à ce sujet. C'était l'époque où on reconstruisait le centre-ville avec l'idée d'un master plan, on fait tout, on dessine tout, je ne sais pas quoi, etc. On connaît le résultat, le centre-ville de Beyrouth est un lieu mort aujourd'hui, il n'y a personne. Ok ? Très bien. Et il ne vit que lorsque les manifestants descendent et cassent les rez-de-chaussée des boutiques de luxe fermées. Bon. À l'époque, j'avais invité Manuel de Sola Morales, qui venait le plus grand urbaniste du XXe siècle. Qui venait de Barcelone. Emmanuel de Sola Morales nous a expliqué un truc très simple. Il nous a dit, voilà, au moment de la dictature franquiste, on ne pouvait pas, on n'avait pas de liberté, on n'avait pas, etc. Mais on a commencé à travailler. Et on a travaillé non pas avec l'idée de faire un master plan complet, etc. On a travaillé à partir de ce que Ariel a appelé la chirurgie urbaine. Et lui a appelé ça, puisqu'on parle du docteur, la métastase positive. C'est-à-dire, on commence par des travaux, des petits projets bien installés dans certains endroits, bien choisis, etc. Et de façon à ce que ces petits projets qu'on fait partout, peu à peu, créent un espace urbain, créent une ville. Donc, il y a d'un côté un urbanisme de plan, de machin, et de l'autre côté un urbanisme qui est un urbanisme voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui au Liban, quelque part, on est en train de faire des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle la liaison douce, qui relie le plus grand... Il est dans les cartons, il a été étudié, qui relie le plus grand parc urbain, qui est la forêt des pins, au centre-ville. Ce projet existe, il est dans les cartons. Il n'est pas réalisé, mais les études sont là. Il y a un autre projet qui est dans le quartier dont on parle, une ancienne voie rapide, il y a un projet pour la transformer en un truc de circulation verte. Il y a une étude sur tout le littoral de façon à faire... Bon, ces projets-là existent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas, mais le jour où le franquisme partira, peut-être qu'on pourra les réaliser. À ce moment-là, la métastase positive pourra s'installer. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup.